auditeur pour le Club de la Bourse, Vincent Juvin, stratégiste de JP Morgan Asset Management, et Anton Brender, chef économiste de Candriam. On peut revenir sur la réunion de la Banque Centrale Européenne, au-delà de l'interruption de séance et de cette manifestante qui a jeté un sac de confetti à la tête de Mario Draghi. Il y a eu quand même des choses plus sérieuses. Mario Draghi qui a réaffirmé la volonté de la BCE d'aller jusqu'au bout du programme d'achat d'actifs. C'était important qu'il le fasse, Anton, parce que à peine un mois après le début du ce qu'on appelle le QI, les achats de dettes et de dettes souveraines notamment, déjà dans le paysage médiatique, on va dire, se propage le débat de oulala, il faudra peut-être arrêter le QI avant la fin. Non mais effectivement, il y avait cette chose à dissiper. C'est pas parce que les choses ont l'air d'aller un petit peu mieux dans la zone euro qu'on est arrivé au terme du QE, et le fait que Mario Draghi réaffirme la volonté d'aller jusqu'au bout, sauf changement majeur, c'est le signe qu'il ne va pas se contenter de frémissements. Il veut absolument que la zone euro reparte, et il part du principe que donner des vitamines à l'économie européenne, vu son état de faiblesse, on ne risque pas de lui en donner trop, et donc il reste sur cette idée que ce QE, c'est une façon d'assurer la lutte contre la déflation, puisqu'il le présente comme ça, en fait, la reprise d'une croissance un petit peu plus soutenue et plus durable dans la zone euro. Et donc, il ira jusqu'au bout, je pense. Il y a la question technique, donc septembre 2016 au moins, au rythme de 60 milliards d'euros d'achat mensuels. La question technique est de savoir, est-ce qu'il pourra acheter 60 milliards par mois? Il l'a fait sur un mois, il y a encore 18 mois d'achat. Anton. Alors effectivement, c'est un petit peu le paradoxe, c'est que la BCE a affirmé son intention de le faire, de continuer à le faire. On s'aperçoit que ça crée une tension sur les marchés de taux d'intérêt qui se manifeste par le fait qu'il y a de plus en plus de taux qui sont négatifs à des échéances qui sont de plus en plus lointaines pour un nombre de pays de plus en plus grand et de segments de marché de plus en plus nombreux. Et à partir du moment où la BCE s'interdit d'en acheter au-delà d'un certain seuil et ne veut pas dépasser certaines proportions, il risque d'y avoir à son quantitative easing une contrainte quantitative, c'est ce qu'elle va trouver à acheter les titres qu'elle cherche. Alors, donc ils vont être obligés de modifier les règles à un moment? Ils modifieront peut-être les règles, mais en tout cas, ça voudra dire, imaginons même qu'ils doivent s'arrêter faute de trouver des matériaux, ça veut dire que les taux seront déjà tellement bas sur tellement de compartiments de marché que l'objectif visé, qui est de stimuler le plus possible l'activité dans la zone euro et le crédit, eh bien, il sera pas loin d'être atteint, parce qu'ils auront réussi à faire baisser autant que possible les taux. Et donc, même s'ils devaient s'arrêter faute de titres à acheter un peu plus tôt que prévu, je pense qu'ils auraient de bonnes chances d'atteindre leur objectif, qui est de soutenir le plus possible l'activité et de faire baisser l'euro, ce qui est déjà... Bien sûr, alors ça c'est l'effet le plus visible et le plus rapide. Voilà, je veux dire l'effet le plus efficace et le plus rapide de la politique monétaire de Mario Draghi. On pourra en reparler. Sur les taux, justement, Vincent Juvin, là, du point de vue de l'investisseur, il ne s'agit pas de savoir est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien d'avoir des taux négatifs, c'est pas le débat, mais ça veut dire que du point de vue de l'investisseur, là, il n'est pas encore temps de sortir du train, il faut rester dans le wagon, là. Enfin, je sais pas, quand on voit le 10 ans allemand à 0,10% là ce soir... Le TGV ne doit pas rester un TGV longtemps, ça doit davantage devenir un TER ou en tout cas un train plus lent. À ce rythme-là, c'est vrai qu'il faut faire attention. Alors maintenant, je dirais, je répondrai, parce qu'il est beaucoup question à nouveau de crise, de corrections majeures et autres, que ceci n'est pas mon scénario non plus. Pour la bonne et simple raison que certes, on a une belle progression des marchés depuis le début de l'année. La progression future dans les prochains mois dépendra d'une part des bénéfices, d'autre part de ce que feront les entreprises en termes de rachat d'actions propres, d'augmentation de dividendes, de fusion acquisition, mais au-delà, dès lors où on peut estimer qu'une crise est justifiée, il faut finalement cette progression de marché soit sur des bases qui soient malsaines, pas solides. Or, on peut observer maintenant, malgré la valorisation, lorsqu'on regarde finalement la qualité intrinsèque des marchés d'actions, qu'elle est aujourd'hui bien meilleure qu'historiquement. Lorsqu'on va par exemple regarder le leverage des entreprises, qui jusqu'avant 2007 se situait en zone euro à peu près 260%, on est aujourd'hui à environ 170%. Lorsqu'on fait le même exercice aux États-Unis, on avait un leverage depuis la fin des années 90 qui était à 160% des capitaux de l'entreprise. On est aujourd'hui aux alentours de 100%. Avec des entreprises qui en plus, dans leur capacité de financement pour les large caps qui composent les indices majeurs, qui bien entendu bénéficient aujourd'hui des taux bas que nous connaissons. On a vu les premières émissions à 0% et d'aucune considère éventuellement des émissions à taux négatif. Donc ça veut dire que ce rallye boursier repose sur des fondamentaux solides et des fondamentaux économiques qui s'améliorent, qui ne sont pas encore comme on voudrait les voir, mais
Mais enfin, les bases sont saines, pas suffisamment saines que pour justifier une progression encore à ce rythme pour le reste de l'année. Vous êtes d'accord avec ça, Anton? Et si on prend le cas des États-Unis, par exemple, où on a l'impression qu'il y a quand même un questionnement sur la réaccélération possible de l'économie américaine après sa phase de pause, de prise de respiration, on va dire, au premier trimestre. Question aussi sur le cycle des profits des entreprises. Là, on attend une baisse des profits trimestriels des entreprises du S&P 500, alors que le marché américain là, n'a pas corrigé, on va dire. Enfin, vous êtes d'accord? Vous êtes à l'aise, vous, avec ces éléments-là? Si vous voulez, il faut répéter ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire que personne n'est en train de dire que ça va continuer de monter à ce rythme-là, ni en Europe, ni aux États-Unis. La question, c'est est-ce qu'on est déjà trop haut ou pas? Et la réponse, moi je pense, aussi bien en Europe qu'aux États-Unis, peut-être encore plus en Europe qu'aux États-Unis, c'est qu'on n'est pas trop haut. Alors, est-ce qu'il va y avoir aux États-Unis une reprise de l'activité? Oui, personne ne pense que 1,5%, voire un peu moins, ce qu'on risque d'avoir là au premier trimestre, ça va être le taux de croissance de l'année. Qui passera par quoi? La consommation ou l'investissement? Ça passe par la consommation. D'accord, parce que le consommateur a été sûrement pas par l'investissement des entreprises. La consommation, ça a été le moteur de la reprise de la croissance aux États-Unis. C'est celui qui a le plus manqué d'ailleurs dans la zone euro. Donc la consommation, elle a été un petit peu retenue. Normalement, les taux d'épargne sont un peu montés, donc il y a une réserve aujourd'hui de pouvoir d'achat du côté des ménages. Normalement, on devrait la voir se manifester, être dépensé dans les semaines qui viennent. Comment vous expliquez que le consommateur américain, qui est quand même pas un épargnant de nature, il gagne en revenus disponibles avec la baisse du pétrole, et comment vous expliquez ce changement de comportement là, quasi historique, de voir un consommateur américain qui a plus d'argent disponible? Alors, on constate depuis quelque temps une certaine rotation, c'est-à-dire que les secteurs qui étaient leaders au cours des premiers mois, de ce premier trimestre, notamment l'automobile ou les valeurs foncières en particulier, ont fait l'objet de quelques prises de bénéfices. On voit par exemple l'automobile aujourd'hui qui n'a gagné que 0,40%, les valeurs foncières qui ont perdu 0,10%, et à l'inverse, on a l'énergie, les ressources de base, deux secteurs qui ont été particulièrement affectés au cours de la deuxième partie de 2014 par l'appréciation du dollar américain et la baisse des cours des matières premières. À présent, ils font relais. Alors, est-ce que ce sera suffisant pour continuer le rythme d'appréciation que connaissent les actions européennes depuis le premier trimestre? On peut en douter, mais pour le moment, ce que l'on constate, c'est que le marché des actions en Europe reste particulièrement fort au sein de la zone euro, mais également au sein de la livre sterling. Le FTSE 100 a lui aussi enregistré un nouveau plus historique ce matin. Question autour du monde des matières premières. Alors il y a la thématique, la question du pétrole en tant que tel, avec, on sait, l'industrie du gaz de schiste, bref, le décalage entre la production et la demande en face. Mais l'ensemble des matières premières sont déprimées aujourd'hui, Anton Brender. On est dans un monde de QI généralisé, de planche à billets assez généralisé. Comment vous expliquez là qu'il n'y ait pas de reprise de ces matières premières? Ce qui fait monter les cours des matières premières, c'est pas le fait que la centrale imprime des billets, c'est le fait que les gens qui achètent des matières premières et qu'ils le fassent à un rythme qui dépasse un tout petit peu celui de la production. On n'est pas du tout dans cette situation. Parce que lors du premier QI de la Fed, ça avait été l'impact majeur avait eu lieu sur les matières premières. Il avait eu lieu sur les matières premières parce que ce qu'on anticipait au début des QE de la Fed, c'était une reprise de l'activité. Maintenant, la reprise de l'activité, en particulier dans les émergents, parce que c'est quand même eux qui sont à l'origine d'une grande partie de la demande de matières premières, on constate que cette reprise de l'activité dans les émergents, ils ont une croissance qui est forte par rapport à la nôtre, bien sûr. Mais qui n'accélère pas. Il y a plus de dynamique. En permanence, plutôt plus faible que ce qu'on attendait. Et ça pèse forcément sur les marchés de matières premières qui avaient été tirés, il faut s'en rappeler, essentiellement par la croissance des émergents. Et à ce titre, la Chine, là, qui publiait sa croissance ce matin, c'est un chiffre tellement important que je ne comprends même pas qu'on n'en ait pas parlé encore depuis une heure. Non, mais sérieusement, 7% de croissance, vous le dites, évidemment, c'est beaucoup plus fort que nous. Alors, en rythme trimestriel, ça va être autour de 1,3, 1,5, je crois, de mémoire, la croissance chinoise. Mais ça vous inquiète ce ralentissement chinois ou pas? Oui et non. C'est rassurant parce que ça veut dire que la Chine est en train d'essayer de modifier un tout petit peu la structure de cette économie, et en même temps on s'aperçoit que modifier la structure de l'économie chinoise, modifier la façon dont s'organise cette croissance, c'est extrêmement compliqué. Ça demande le développement d'un système financier, ça demande énormément de choses qui, pour l'instant, ont beaucoup de mal à être mises en place. Et ce que nous dit la Chine, l'évolution de la croissance chinoise aujourd'hui, c'est qu'on est parti pour une croissance qui va rester modérée, des excédents chinois qui ne peuvent plus augmenter parce qu'il n'y a personne pour avoir des déficits, et donc la Chine doit trouver à l'intérieur les sources de sa croissance, et c'est ça qu'elle a beaucoup de mal à faire.
Le marché chinois, Shanghai et Chine continentale au plus haut depuis 15 ans. Là, enfin, plus les perspectives macro se dégradent, plus le marché monte. Là, on a deux courbes là, qui divergent complètement. Ça vous inquiète ou pas, Vincent? C'est un marché particulier, ça fait partie des marchés émergents. C'est technique. Non mais enfin, je veux dire, c'est forcément un marché qu'on regarde. C'est là où il y a le plus de volume dans le monde. Enfin voilà, c'est forcément un marché qu'on regarde. J'ai eu l'occasion de discuter d'ailleurs à plusieurs reprises sur ce plateau, et c'est vrai que le marché chinois, et nous, tant d'un point de vue économique, tant d'un point de vue marché, un marché que nous aimons bien, pour différentes raisons. Alors reprenons en tout cas déjà par le bout de la croissance, en tous les cas qui patine.